Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à bord de mon magnifique Fenwick. 7800 heures à son actif, ce qui est énorme. Je pense que c'est énorme, j'ai aucune idée de ce que ça représente. D'ailleurs, dans une vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait fait tout un calcul des heures de mon tank. Et c'était très intéressant à savoir. Donc là, il a 7800 heures, je pense que c'est vraiment beaucoup. Sur un petit moteur de Golf 3. Regarde ça. Regarde-moi ce petit bloc. On dirait un petit 4 cylindres. Un petit 4 cylindres. Et il faut savoir qu'il y a eu des moteurs comme ça, des moteurs VR6 de Golf, les mêmes moteurs un peu que dans les Golf VR6, les Golf R32, tout ça, il y a eu ça dans des Fenwick. Donc ça c'est beau. 3 litres 6 de Passat R36. 3 litres 6 VR6 de Passat R36. Oh, t'imagines avec une prépa turbo 1200. Il y en a, ils l'ont fait. Fenwick 1200 chaud, un truc qui sert à rien. Juste les roues elles patinent très fort. Donc là les amis, petite vidéo, vous avez vu le titre, nouveaux échecs. Et je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui avait bien marché, c'était mon pire échec ou mes pires échecs, je me rappelle plus. Ça avait fait 500 000 vues, parce que évidemment les échecs des fois sont plus motivants ou plus, ils t'apportent plus d'expérience, de choses, soit de refaire des échecs, mais qui sont moins graves, ou soit de pour une fois réussir quelque chose, tu vois. Il y en a, ils ont pris 10 baffes dans la gueule et c'était la 11e qui les a rendus riches, tu vois. Hier, avec Naomi, en faisant quelques retouches de peinture sur mon tank, j'ai vu ce truc-là et je me suis dit, putain, incroyable, la société que j'ai jamais sortie, j'avais tout préparé et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, peinture, solide peinte. Voilà, il y en a tout un tas là-haut, ça va avec, c'est le durcisseur. Et donc en fait, ça c'est une boîte. Je vous explique depuis le départ. C'est intéressant d'avoir une réflexion sur un projet qu'on a emmené jusqu'à 98%. On a abandonné au dernier moment parce que on s'est dit voilà, on a tout calculé, on s'est tout dit et c'était mort quoi. C'était mort de chez mort et on a dépensé un peu de temps, un peu d'énergie sur ce projet et ça s'est finalement pas fait du tout. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est un peu un échec parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et puis Lucas, ce petit bâtard qui travaille avec moi depuis des années, et je lui dis, on fait une vidéo sur les échecs et tout. Ah il me dit, ta deuxième marque de vêtements aussi, tu pourrais parler, c'était un bel échec ça aussi. Donc il m'a rappelé que j'avais chié aussi ça. Donc ça fait plaisir. Alors évidemment, c'est toujours sympa de parler de ce genre de choses, comme un hypocrite quand à côté t'as réussi d'autres trucs, tu vois. Les gens ils disent, ouais, moi mes échecs, mes trucs, enfin bon, si t'as que des échecs à ton actif, c'est sûr que t'en fais moins la propagande quand à côté t'as réussi 2-3 trucs. Donc c'est un peu des discours d'hypocrite tout ça, mais on s'en branle. L'idée c'était de vous partager cette boîte que j'ai lancée. Alors comment ça s'est passé? J'ai rencontré Mika, un pote à moi, que j'ai rencontré il y a quelques années, qui avait une boîte de peinture. Il était dans la peinture, voilà, il peignait des tours, des châteaux d'eau, des trucs comme ça. Donc vraiment plutôt des chantiers un peu complexes. On a découvert cette peinture de ouf, qui est une résine époxy. Donc c'est comme une résine avec un durcisseur quoi. Et c'est un truc un peu révolutionnaire, plutôt que d'avoir une peinture classique, c'est une peinture que quand tu la mets au sol, tu peux mettre des coups de marteau dessus, voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai refait mes sols, j'ai fait mes salles de sport dans mon ancienne maison, etc. Et à chaque fois, je plantais un pinceau dans la peinture et c'est impossible de l'arracher, le truc c'est l'épée de Dame... C'est Excalibur. Et l'épée dans le rocher, elle aurait été simplement mise dans la peinture de cette peinture-là, frère, c'était impossible de l'enlever quand même. Et donc... à devenir pote et tout, on s'était dit, parce que cette peinture, elle n'est pas disponible pour les particuliers. C'est une résine qui est hyper solide, c'est assez cher, mais quelqu'un qui veut un sol et qui va passer dessus avec des roulettes, avec un siège, ou quelqu'un qui veut peindre son garage, ou des trucs comme ça, c'est une peinture, ça pue la mort, faut mettre des masques à gaz pour peindre et tout, mais mon gars, une fois que c'est peint, c'est une résine, quoi, c'est un truc de ouf, comment ça tient. Nous, on va essayer d'aller rencontrer les fabricants et essayer de la proposer aux particuliers. Et donc, on avait monté une boîte, donc on avait créé la société, on avait fait le logo, tu vois, le petit logo Solid Paint, avec un petit rhinocéros, le petit pot de peinture avec le petit pinceau, avec le bleu, blanc, rouge. Voilà, on avait fait un beau petit logo comme ça. J'avais fait un site internet, on avait préparé un compte Instagram avec comment on allait le gérer. On a fait des cabis, on a fait des points com, des noms de domaine, on avait tout créé, tout préparé. On a même du stock que j'ai utilisé à force. Voilà, on avait du stock là-haut. On avait même les pots de peinture, on avait les accessoires, les pinceaux, les trucs, on avait tout préparé. Et donc en fait, comment on a fait? Quand tu veux monter une boîte,
Au début, il faut avoir, enfin moi, ma façon de faire, et qui est pas forcément la meilleure, hein. Bah, d'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à faire de la merde. En tout cas, ma réflexion, c'était de dire, bah voilà, comment on prend le sujet. Il y a un produit qui n'est pas proposé aux particuliers, il est proposé qu'aux professionnels. Et le particulier comme moi, bah, qui a envie de refaire par exemple la fontaine du château, ou tu as envie de faire tes chiottes, ou mon pote Nono Turtle, lui il voulait un truc étanche pour mettre son crocodile dans son salon. Donc j'en ai envoyé à Nono Turtle, tu vois. Je m'étais dit, il y a un produit qui est accessible qu'aux professionnels, et il y a des gens qui veulent bricoler chez eux le week-end, et voilà. Et comment faire pour donner accès aux gens à cette peinture qui est incroyable. Connaître le prix d'achat, connaître les volumes qu'on peut acheter, comment on peut acheter, combien, qu'est-ce qu'on peut proposer, est-ce qu'on peut avoir nos propres additifs, est-ce qu'on peut proposer nos propres couleurs, nos propres finitions. L'idée c'était de faire un beau site internet où on allait proposer ça, c'est comme ça qu'a émergé le projet. De la peinture d'un côté, des accessoires de l'autre. Quand tu peins, bah, tu as besoin d'avoir la petite combinaison, tu as besoin d'avoir une paire de gants, tu as besoin d'avoir des pinceaux, tu as besoin d'avoir une rallonge, des rouleaux. Donc j'avais tout commandé avec mon pote Mika. On avait tout commencé à préparer et tout. Et donc on a commencé à faire un pack avec un produit de base et un produit de finition. Après on a fait un pack où tu pouvais choisir le volume que tu pouvais prendre de peinture. Enfin on a fait plein de trucs, on avait tout imaginé, tout proposé. Ensuite on s'est dit bah, comment connaître les prix sachant que ça se fait pas. Donc on a été visiter une usine incroyable dans le sud de la France, une usine énorme, mais énorme. Et ça m'a choqué, j'y pense souvent à cette visite. On a rencontré le dirigeant et tout, c'était trop intéressant. En fait, tu rentres dans une mini-ville, et je m'en rappelle, c'était pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, je venais d'acheter la M4 du concours M3 M4, donc ça recommence un petit peu, on avait fait avec le clip à Rémi au début et tout. Je venais tout juste d'acheter à Alex à Decars la M4 blanche qui avait, je crois, elle avait 16 000 ou 17 000 km. Et donc, je me rappelle parce que c'était une des premières fois où je roulais une voiture de ouf comme ça, avec si peu de kilomètres, où tu sens que la voiture elle est neuve et tout, quoi. J'avais été là-bas voir mon pote et on avait été visiter cette usine. Et donc, comme ça, au niveau du timing, ça vous remet dans la frise chronologique. Et donc, on a été visiter cette usine. On a rencontré un jeune entrepreneur, un jeune dirigeant qui avait, je pense, une trentaine d'années et qui, de mémoire, je sais pas si je me trompe ou pas, peut-être que ma mémoire n'est pas si bonne que ça, mais de mémoire, il récupère l'entreprise du daron. C'est une entreprise familiale de ouf et le daron s'occupe d'autres choses et c'est le jeune qui récupère la gestion de l'entreprise. Et le gars, pour vous donner des chiffres, de mémoire, il faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour et à peu près autant de salariés. Donc de mémoire, il avait autour de 360 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et 300 ou 400 salariés. C'est un fabricant de peinture qui fabrique pour énormément de sociétés et qui fait énormément de variantes de peinture, que ce soit de la peinture basique, de la peinture à l'eau, de la peinture à l'huile, de la peinture pour l'extérieur, pour le bois, du lasur et tout, ils font tout. Et les Fenwick, ils n'ont pas les flèches devant, ils n'ont pas les flèches. Ici, il y a une espèce de grosse rotule avec une giga cuve. Et en fait, ils traînent qu'une cuve et ils ont la rotule, elle permet de baigner la cuve dans une autre cuve et tout, tu vois. Genre le mec il emmène le diluant, l'autre il emmène la base de la peinture, l'autre il emmène le durcisseur, ils font des mélanges après dans des giga machines et tout. Regarde-moi ce tréteau, un 325 IE30. C'est pas rare ça comme voiture. Le prix que ça coûte, attention, ça vaut le prix d'une Formule 1. On arrive là-bas, moi je commence à voir le mini, enfin toutes ces usines et tout à côté. Le patron il roulait en Mégane 4 RS, ça a été trop belle sa Mégane 4 RS, je me rappelle. Même si j'arrivais avec une M4 qui était stylée aussi. Moi j'ai toujours été fan des Mégane 4 RS, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis dans le concours qui est encore en cours hein, d'ailleurs. Hein, si vous voulez participer les amis, on est à la moitié du concours là. Si vous avez envie de profiter et de gagner un des 20 bolides, vous pouvez toujours le faire. Et il y a une magnifique Mégane 4 RS. Et donc je le vois avec sa petite Mégane 4 RS, le mec il a une trentaine d'années, il y a un restaurant à l'intérieur de l'usine et tout. Donc t'arrives dans un monde frère où... Enfin, tu sais, ça rigole plus, quoi. Les mecs, ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. T'imagines le truc de ouf? Et on arrive là-dedans et je visite. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment... tu vois, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, nous, on est là, on fait nos petits trucs, tout va bien, mais il y en a, mec, c'est énorme, tu vois. Il y a la foule et on a visité tous les corps du truc. On a eu une super visite, franchement, c'était incroyable. C'est énorme et on est rentré dans le laboratoire. T'as que des mecs et des meufs en costume de laborantin, tout en blanc. Tu sais, tu dirais des médecins légistes avec des masques et tout. Tu rentres, il y a des trucs en verre partout qui fument et tout. Mais t'as l'impression d'être dans un film. Et ils font des tests, ils développent des nouvelles peintures, ils font des tests d'humidité, comme si t'avais eu 100 ans d'humidité. Il y a des peintures où si ça prend feu, la peinture elle s'expanse et gonfle. Et ça évite que le support crame. Tu vois, tu mets ça sur du bois, bah, c'est la peinture qui crame et qui s'expanse. Et ça éteint le feu, et le bois est pas brûlé, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a des systèmes révolutionnaires de peinture et tout qui sont incroyables, et c'était tellement passionnant de visiter cette usine. Et donc on se met à table avec le patron, donc tu vois, le mec il brasse 1 million d'euros par jour. Et je me rappelle, pendant qu'on parle, il dit « Ah putain, j'ai fait une erreur de facturation, tiens, j'ai perdu 900 000. » Et moi je regarde, comment ça t'as perdu 900 000 mec? Moi déjà pour
pour 900 €, je suis à la porte du mec qui me donne 900 €, tu vois, je suis devant chez lui, mec, et je crèche devant sa porte tant qu'il ouvre pas, tu vois, pour 900 €. Et lui, il dit, ah bah écoute, il me parle comme ça, il me dit, ouais, bah écoute, c'est des choses qui arrivent, c'est des erreurs, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai perdu 900 000, voilà, c'est comme ça. Mais c'est un bon client, donc on peut rien dire. Mec, je me dis, what the fuck, le mec, il a perdu 900 000, pratiquement 1 million d'euros dans une erreur de facturation, et il ose même pas le dire à son client pour pas le froisser, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, c'est des contrats qui font mal à la tête quand même, tu vois. Je me rappelle de cette visite incroyable et de toutes ces petites anecdotes. Et puis là, on commence à parler de chiffres et tout ça. Et il nous explique bah voilà, comment il connaît son métier mieux que personne. Hein. Donc il nous explique les conseils qu'il nous donne et tout, machin. Et il nous dit, bah écoute, on peut devenir le fournisseur officiel pour Solid Paint, notre fameuse petite boîte de peinture. Et donc on lance le truc, on fait une première commande, il y a une palette ou deux qui arrive. Faut savoir que c'était de la peinture, ça coûtait au moins 100 € le pot de peinture, le pot de 20 litres, au moins 100 €. Et donc il y a une palette ou deux qui arrive, et on commence à mettre des stickers sur tous les trucs, on commence à parler pour faire notre propre composition, pour au lieu d'avoir une base et une couche de finition, avoir qu'un seul produit. Enfin, on commence à imaginer plein de choses. On commence à avoir nos pinceaux, nos trucs qui arrivent, nos seaux là-haut, tu vois les petits seaux orange qui sont là-haut. Même le seau orange, regarde, même le petit seau orange. Attends, je vais te le descendre. On avait le petit logo Solid Paint. Solid Paint. Oh non, tout ça c'est quand je faisais les prépas des vêtements, mec. C'est toute la peinture que je jetais sur les vêtements à la boiserie. Tiens, faut que je refasse ça, tiens. Oh non, excellent. J'avais oublié que c'était là ce truc-là. Ça c'était sympa. Et ça c'était pas un échec. C'est juste que j'avais pas le temps. C'est bon, il n'y a pas que des échecs non plus. Et ça c'est des peintures de textile que je faisais. Tu vois, je faisais des trucs comme ça et je faisais ça là. Voilà. Vous voyez ce que je viens de faire là? Je sais pas si vous avez déjà vu, pour ceux qui suivent le compte Instagram laboiserie.fr, j'avais fait des vêtements comme ça, des éditions limitées, où on avait mis de la peinture pour textile, après c'était cuit au four et tout le bordel, et on a des ensembles comme ça qui avaient plein de gouttes de peinture qui sont très stylées, ça marchait à mort, on n'avait pas le temps d'en faire, tu vois, on n'avait pas le temps d'en faire plein, on les vendait direct, et après bah voilà, j'avais plus le temps et c'était moi qui le faisais. Comme au début, les répliques d'Airsoft, c'était moi qui faisais toute la prépa, toute la peinture sur les répliques d'Airsoft, mais après j'ai plus eu le temps, donc bah tiens, je vais me refaire une édition limitée de vêtements que je mettrai sur laboiserie.fr pour ceux que ça intéresse, il y aura des petits vêtements en édition limitée avec des peintures. Donc je vais garder ça. Donc maintenant, on a le fournisseur qui nous a proposé un produit. On a négocié des tarifs sur les produits, on a les premières palettes de matos qui sont arrivées, on a un site internet, on a le nom de domaine, on a tout de prêt. Qu'est-ce qui nous manque? Quand on va pouvoir lancer le truc officiellement, les gens qui vont vouloir commander, comment ils vont faire? Faut qu'on ait un prestataire de service qui nous envoie le matériel. Et là arrive la merde. Là arrive le problème. On commence à contacter des organismes comme, je sais pas moi, je me rappelle plus qui on avait contacté, mais genre Colissimo, La Poste, UPS, machin, tous ces organismes qui font de la livraison. Et donc on leur dit, bah voilà, on a tel produit qu'on voudrait expédier. Et là, gros problème. Tous les transporteurs nous disent, mais vous êtes des malades, mais vous êtes des fous, vous êtes des terroristes. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Mais c'est n'importe quoi, vous pouvez pas envoyer du matériel comme ça. C'est des produits inflammables. C'est des résines, il y a toute une norme de sécurité, etc. Il faut que ce soit dans un camion qui soit complètement immufigé, comme ça, si ça prend feu, il n'y a pas de problème. Donc c'est un camion qui est spécifique, un transporteur spécifique, avec un conducteur du camion qui est formé pour emmener des produits dangereux qu'il ne faut pas inhaler, etc. Et là, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive? Et je me dis, c'est pas vrai, tout va pas tomber à l'eau. Et si, putain, ça finit comme ça me fait chier. Tu vois cette jante là, tu vois comment elle a morflé cette jante là? Putain, frère, il y a eu un vrai coup de trottoir là. Oh le triangle, oh le triangle. Elle a été dérotulée, frère. Et tu vois, j'ai fini comme cette jante avec le seum, frère. Et donc je me dis, oh là, comment on va faire? Mais vous imaginez pas jusqu'où ça a été. Et donc on se dit, ok, donc c'est normal, tu vois bien. Le camion, il y a un accident, ça prend feu. Le mec, faut pas qu'il soit brûlé vif dedans, mec, parce que nous, on veut envoyer de la résine. Et on n'allait pas commencer à dire que c'était autre chose, machin, tu vois, pas de vérification particulière. Mais tu peux pas commencer à envoyer des trucs en disant et voilà, et c'est bancal, tu dis pas trop au transporteur, machin, jamais de la vie, tu vois. On avait tout lancé et là on se prend un refus catégorique, vous n'envoyez pas. Donc on trouve un prestataire qui envoie des produits inflammables, des produits machin. Donc là on se dit bon bah comment ça fonctionne? On fait une simulation, ça coûtait 100 € de livraison par pot de peinture. Donc là je commence à manger mon caca, vraiment je le mange quoi, je le mets dans mon assiette et je mange mon caca, frère. Et je me dis c'est pas vrai, on a un projet de ouf, on a un truc de ouf, parce que moi j'avais déjà dans la tête de faire un point de vente physique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui s'appellent la seigneurie.
C'est vrai, ça s'appelle comme ça. Qui s'appelle la seigneurie. C'est des points physiques où tu peux acheter des peintures, même en tant que particulier. Et il y a des points physiques où tu peux les acheter qu'en tant que professionnel. Et donc je m'étais dit, je vais carrément, si ça marche bien le site, je vais carrément faire un point physique où les gens pourront acheter leur peinture résine époxy. On fera des contrats professionnels, on fera des contrats pour les particuliers. Mais mec, j'avais un projet en tête, j'étais là, j'étais heureux, je me disais, mais c'est incroyable. Comme la sensation que j'ai aujourd'hui d'ouvrir mon magasin d'airsoft, d'ouvrir Jabot Assurance, notre petit atelier derrière avec les vitres teintées, les feux teintés, changer les pare-brises, tout ça, tu sais, on est trop content de faire ça dans notre petite échelle, à notre petite échelle évidemment, tu vois. C'est des boîtes, elles font pas des millions de résultats, mais on est content, on crée de l'emploi, les gens sont contents, ils kiffent leur taf. Et moi, ça me passionne de faire un beau magasin. Je suis en train d'incruster des trucs enfin, tu vois, je suis passionné à mort. Et là, je m'étais dit, c'est trop cool. Moi qui me sers de la peinture pour faire tous mes bricolages, tu vois, rien que cette porte-là, elle est lasurée. Là, la dalle en béton, on va bientôt la machiner avec une peinture. Moi, le premier, je me sers énormément de tous ces produits-là. Et donc, je me dis, mais je commence vraiment à prendre le seum et je me dis, mais comment je vais faire? Parce que là, tous les contrats, tous les transporteurs qui transportent des produits comme ça, on les a tous démarchés et ils prenaient tous 100, 130 euros, 140 euros. Enfin, tu vois, ça coûtait plus cher que le produit de l'envoyer. Donc là, je me suis dit, mais je peux pas facturer ça au client. Et comment on va faire? On avait acheté un master, on avait acheté je sais plus combien, de 2-3 000 euros, je crois, qui était un vieux camion, mais qui avait un peu de borne et tout, mais qui roulait très bien. Et on s'était dit, on va embaucher quelqu'un. Donc on a failli embaucher quelqu'un. On a commencé à se dire, on va prendre un camion, on va embaucher quelqu'un qui va faire le transport. Comme ça, on va avoir notre propre société de transport. Tu vois, on voulait pas lâcher le morceau, mec. C'est comme quand j'ai arrêté ma boîte de voitures de location, où j'avais les RS6, Huracan, A45, j'avais je sais plus quoi d'autre. Et quand on a lancé cette boîte-là de location, après, ça marchait pas. J'ai tout revendu les voitures de luxe. Et j'ai racheté des camions et des camions bennes et tout ça, ça marchait toujours pas. Après je me suis dit, mec, je vais louer des caravanes, des mobilhomes, ça marchait pas, frère. J'ai essayé, j'ai insisté. Bon, à un moment donné, frère, tu vois, je me suis déjà tiré une balle dans le pied. J'allais pas m'en foutre une deuxième au même endroit, tu vois. Être chef d'entreprise, c'est aussi savoir arrêter au bon moment, tu vois. Tu vois, à chaque fois, c'est des cartes grises, faut racheter le véhicule, il y a de la prestation, faut le faire rien. On refait des vidéos, on montre, on vend on fait de l'utilitaire maintenant, plus des véhicules de luxe, machin, ça marche toujours pas. Bon, à un moment donné, j'arrête, frère, tu vois. J'arrête, puis voilà quoi, ça s'arrête, tant mieux, vaut mieux de l'arrêter au bon moment plutôt que d'insister, de réinjecter de l'argent, et puis à la fin tu crames tout le bordel. Donc vaut mieux des fois dire stop, mes œufs, et voilà. Et donc là on commence à se dire, bah, on va embaucher quelqu'un, on va prendre un camion et on va faire notre propre tournée. Donc on aura un camion, tous les jours le taf du gars, ce sera de sillonner la France pour faire nos transports. Et on s'était dit, pourquoi pas faire une corrélation avec notre boîte d'airsoft et notre boîte La Boiserie pour qu'en même temps on parte avec des colis sur le même secteur. Pour envoyer des colis à La Boiserie, envoyer des trucs. On a commencé à faire des calculs, on s'est dit, ah ouais, en fait, le taux horaire du salaire chargé, plus les kilomètres, le péage et le gasoil, on s'est dit, en fait, mec, il va falloir vendre beaucoup de trucs, et même on aura une limite dans le délai de livraison. Et en plus de ça, on va dépenser énormément d'argent dans le gasoil et dans les trucs. Donc on s'est dit, putain, en fait, mauvaise idée. Mais on se demandait quand même si on n'allait pas tester. Et après, comme des connards, on s'est pas rendu compte d'un truc, c'est que si la Poste et toutes ces boîtes-là, ils ont des trucs spécifiques, c'est qu'en fait, il y a des lois sur Terre. Et donc c'est interdit de faire ça. Donc c'est totalement interdit en fait d'avoir une société qui n'a pas un camion agréé ou une formation agréée pour faire du transport, de choses comme ça. Donc si tu te fais arrêter, c'est pas les flics qui vont t'emmerder, mais en cas de contrôle, en cas de truc, bah, on pouvait être grave emmerdé à faire ça. Donc c'était très bancal. Donc on a préféré pas le faire évidemment parce que j'ai pas envie de faire des choses bancales. Tu vois déjà qu'on est en train d'essayer de me soutirer 140 000 euros sur ma boîte d'airsoft alors que gros il n'y a pas un centime. Il n'y a pas un centime de pas déclaré. Il n'y a pas un virement chelou. Il n'y a pas un truc bizarre. Il n'y a pas une Rolex qui est passée sur la société d'airsoft. Tu vois? Non, mec, chaque euro, je l'ai réinvesti pour développer ma boîte, etc. Et déjà, on veut me prendre pratiquement 150 000. Tu vois? Donc, je commence pas à faire des trucs chelous. On dit que c'est des pots de fleurs. Et en fait, dedans, il y a de la peinture inflammable. Et tu vois, personne s'en rend compte. Non, je commence pas à faire des trucs comme ça, frère. Je veux pas rentrer dans le côté obscur, frère. Du coup, évidemment, on annule le projet. Et on commence à réfléchir à d'autres solutions. Toutes les solutions sont trop chères. Ensuite, on s'est dit, bah, on va plus faire un site, on va faire uniquement un site vitrine et un point de vente physique. On a commencé à chercher des bâtiments et on n'a rien trouvé. Et on a essayé de faire des collaborations avec des magasins qui vendaient déjà des produits, mais nous, on aurait eu une autre corner dedans. Bah, à chaque fois, c'était pas possible. À chaque fois, on nous fermait les portes. À chaque fois, il y avait un magasin qui nous disait, bah non, nous, on vend déjà ça et c'est pas facile, et machin, et trucs, et bidule. Donc voilà comment c'est devenu un échec, hein, parce que bah, tu vois, bon, on a notre stock qui est là, hein. De temps en temps on peint une porte, de temps en temps j'ai quelqu'un qui passe et qui me dit « Ah bah tu te rappelles cette boîte-là, Lucien, que t'as lancée puis que t'as pas lancé à la fin ?» Tu vois, d'ailleurs t'es une grosse merde. Bon ça va si tu veux, j'arrive à manger à la fin du mois.
Si tu veux, je m'en sors pas trop mal quand même, tu vois. On a quand même réussi à faire 2-3 trucs sympas. C'est rigolo d'en parler parce que je trouve ça très intéressant et je voulais vous raconter cette histoire. Je voulais vous raconter ce truc parce que c'est vrai que j'avais dû oublier, je pense, à l'époque. Ou alors j'en avais peut-être parlé très brièvement quand je vous avais raconté la vidéo dans la cabane des tortues. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. On essaye des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et puis voilà. Et donc je vous avais raconté cette vidéo, mais je sais pas si j'avais parlé de cette boîte de peinture où j'avais quand même pas mal chié dans la colle parce que avant d'avoir les stocks, avant tout ça, j'aurais dû, la première chose, voilà, comment faire la morale de cette histoire. Et c'est aujourd'hui quelque chose que je fais dans beaucoup de choses que je lance, dans beaucoup de projets que j'ai. C'est que maintenant, avant d'aller passer 2 jours avec l'hôtel, le déplacement, aller visiter l'usine, même si je regrette pas du tout d'avoir visité l'usine parce que j'en ai un super souvenir, mais avant d'aller faire des démarches, de commander 10 000 € de matériel, d'avoir des palettes qui sont là, de faire travailler des graphistes pour les autocollants, de les imprimer, de les sortir, de les coller sur les pots, de tout faire. On a quand même pas mal travaillé, on a quand même pas mal préparé, on a fait un site, on a fait des designs, on a acheté des noms de domaine, on a fait quand même plein de choses. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de me lancer trop vite dans un truc et de gérer le reste après. Dans ma tête, à aucun moment, le transport, ça pouvait être un problème. Et aujourd'hui, ce que je fais, moi, quand je lance un truc, j'écris tout et je me dis, voilà, faut que je sois sûr du prix. Quelle est la marge? La marge, le prix, nombre de fournisseurs. Tu vois? Là, par exemple, je suis en train d'essayer de lancer un petit business. J'adore les mecs qui viennent te voir, ils disent « Ah, mais moi, je fais pas que ça, j'ai des business à côté. »« Ah, bah moi, j'adore l'avion. » Tu vois, je vois des mecs à l'aéroport, là, il arrive avec son avion, donc les mecs, bon, ils ont souvent un peu de thunes quand ils ont un avion. Et le mec, je lui dis « Ah, tu fais quoi? »« Ah, bah non, mais je suis instructeur, mais j'ai des business à côté. » Tu vois, j'ai des business à côté. Mais mec, des business, on passe toute sa vie dans nos business. Tu sais, comme ça, comme si tu y consacrais 1 heure par an, tu vois. Aujourd'hui, ma façon de faire, elle est très simple. Je prends une feuille et j'écris quelles sont toutes les contraintes. Quand je veux lancer un projet, là je suis en train d'en lancer un, d'ailleurs, en soum soum, je prends tous les trucs, toutes les portes qui se ferment à ma gueule. Et donc quand je lance un truc, voilà, nombre de fournisseurs. Quelle est la marge? Disponibilité, est-ce que c'est à l'étranger, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est rapide, est-ce qu'il y a des réassorts rapides? Par exemple, tu prends un fournisseur qui s'appelle Beer pour les pièces de moto, à mon magasin de moto. Chaque commande qui est faite avant 16 h, elle arrive le lendemain matin à 10 h au magasin. C'est-à-dire le mec il vient pour son levier à 15 h, le lendemain matin il passe au magasin, son levier il est arrivé, tu vois. Donc moi ça m'évite de stocker 15 millions de pièces pour les motos. Donc je regarde tous ces points-là, ensuite je me dis voilà combien je dois investir d'oseille. La grosse chance que j'ai aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce que je fais, bah, j'ai un peu de sous de côté, et ça me permet de dire bah voilà, tiens dans tel business je peux mettre 10 000 € ou 100 000 € ou des trucs comme ça, tu vois. Notre boîte d'assurance avec mon associé Jawad, les assurances elles payent qu'au bout de 3 ou 6 mois. Elle te paye sur ce que tu as généré. Donc nous, bah, pendant les 6 premiers mois, on doit avancer les salaires, les charges patronales. Moi, j'ai acheté le bâtiment, tu vois. Donc moi, j'ai investi pratiquement 500 000 € dans ce projet d'assurance. J'ai acheté un bâtiment, j'étais pas obligé. Mais c'est mieux, tu es chez toi, tu décores comme tu veux, t'as pas de compte à rendre à n'importe quel propriétaire. Donc j'ai acheté le bâtiment. D'ailleurs, j'ai un beau projet parce que vu que déjà Bois Assurance va déménager, je vous en reparlerai, j'ai un super projet pour le bâtiment en question. Donc j'ai acheté le bâtiment de 150 000 ou 300 000 €. Et ensuite, il faut monter la boîte, mettre de l'argent sur les comptes, payer les charges, les charges salariales, patronales, tout ce que tu veux, les impôts, la TVA, tout le bordel. Donc on a dû avancer peut-être 150 000 €. Et c'est l'avantage que j'ai d'avoir fait d'autres choses. C'est qu'on peut lancer un business sans être trop en stress. Alors le stress, c'est de perdre de l'argent, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai pour lancer le truc. Et ça, c'est ma grosse chance aujourd'hui de pouvoir faire ça, tu vois, de pouvoir lancer un truc en disant bah je peux acheter du stock, je peux faire ci, je peux faire ça. C'est comme les gens qui disent ah bah c'est facile, en même temps lui avec YouTube, son magasin il vend des motos. Bah fais YouTube frère. Ou c'est comme les mecs qui critiquent mon magasin d'Airsoft. Bah en même temps c'est normal, vu que c'est un YouTuber frère, c'est normal, il vend des répliques. Ça marche bien son magasin d'Airsoft, c'est normal, c'est YouTube. Mais faites YouTube bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, c'est pas tombé du ciel mec, mes abonnés. Que tu vois, le fait de réinvestir, de garder des vues, de continuer à faire des trucs de ouf, c'est du temps, mec, c'est du temps, c'est de l'investissement. Donc c'est comme si tu dis à quelqu'un, ah bah oui, bah lui il a un kebab, c'est normal, c'est Seth Gecko, c'est un rappeur. Bah sois rappeur, frère. Tu vois, j'avais déjà vu ça dans un commentaire, Seth Gecko, c'est un gars que je connais bien, que j'aime bien. Il y avait un mec qui avait dit, ah ouais, mais c'est facile d'avoir un salon de tatouage quand t'es un rappeur. Mais sois rappeur et après fais un salon de tatouage. Et rage pas, frère. C'est tout. Commence pas à nous casser les couilles. Voilà, c'est comme le mec qui dit ah l'autre il a fait ça, bah, c'est normal quand bah, évidemment quand t'es youtubeur. Bah en même temps toi c'est facile. Bah oui c'est facile, bah fais pareil. Mais tu vois c'est énervant en fait. Et donc c'est une chance, je considère que c'est une chance parce que moi mon truc a marché. C'était pas évident de courir tout nu avec un god ventousé sur le front et que ça marche, tu vois. Ah, faut penser le réservoir. C'était pas forcément censé, sur le papier, m'envoyer dans un château, le bordel. Tu vois ce que je veux dire?
Donc tant mieux pour moi. Et donc l'avantage aujourd'hui, c'est que je peux lancer ce genre de choses en mettant un peu d'oseille dans les projets, tu vois. Donc trop cool. Et ça, je suis trop heureux de ça. Et voilà. Et merci à Nathalie, frère. Voilà. Merci à Nathalie d'avoir craché l'oseille. Non, mais après, si j'explique trop que je suis pas héritier, tu sais, les gens ils vont dire ah oui, mais en fait, il s'est fait tout seul. Tu vois, et ça fait le mec qui veut montrer, qui veut se justifier. Tu sais, je me suis fait tout seul, les gars, je suis pas un héritier. Mais je suis un héritier, putain de merde, laissez-moi tranquille. C'est tombé du ciel. Je vous jure qu'à la place de 14 000 €, je préférerais avoir mon daron. Putain. Je préférerais être avec mon père. Qu'est-ce que je kifferais. Tu vois, mon père, il serait pas à la place de Valentin derrière cette caméra. Mais mon père, il était photographe. Et il a été photographe pendant la guerre et tout. En 83, quand ça opposait les Russes aux talibans. Il était passionné. Et dès qu'il faisait une mission, un truc qui gagnait 3-4 sous, il partait au Maroc avec ma mère, il dépensait tout, il revenait à découvert. Donc en termes d'investissement, il était moins ambitieux que moi, mais par contre, il voulait vivre, quoi. Donc voilà, il voulait vivre. Dès qu'il gagnait 3-4 sous, il partait en vacances, il voyageait, il faisait des trucs, ça se trouve, il était plus heureux que moi, tu vois, j'en sais rien. Mais j'aurais kiffé voir mon père, qui était un petit peu anticapitaliste, qui était un petit peu, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, qui était vraiment les riches ou les gens qui ont de l'argent, c'est vraiment des salauds. Il était un peu comme ça, mon daron, et j'aurais aimé voir son discours changer, parce qu'il rêvait d'avoir une Alfa Romeo et j'aurais payé certainement une Ferrari. Et il aurait certainement un avion avec moi aujourd'hui. Et donc je pense qu'il aurait changé un peu son discours, en gardant ses convictions, qui étaient extraordinaires. Et je pense qu'aujourd'hui, mon père, il parlait 7 langues, et il avait un cerveau, contrairement à moi. Et il parlait 7 langues et je pense qu'il aurait développé certains de nos business à l'étranger. Il était passionné de photographie, il aurait un putain de studio avec des appareils photo qui m'aurait coûté 100 000 €, frère, je le sais. Et il aurait développé des photos en argentique parce qu'il aurait voulu dire oui mais non mais dans le noir il y a une meilleure qualité et pour la nouvelle collection de vêtements, voilà. Et il aurait géré les photos de la nouvelle collection de vêtements, il aurait fait des photos pour nos projets, pour nos concours, pour nos trucs et ça aurait été cool. Mais j'ai déjà la chance de travailler avec ma mère qui fait un travail incroyable, qui s'occupe de tout le personnel, qui s'occupe de gérer la boiserie depuis le départ. Elle a commencé avec moi à envoyer des colis. Aujourd'hui, elle s'occupe des réassorts, des nouveaux, de la stratégie de vente. Franchement, elle fait un travail monstre. Alors moi, j'avais sorti ma mère du ménage en disant « Maman, écoute, maintenant tu vas plus travailler. Ça va être Las Vegas pour toi et je vais réussir à te donner un salaire quand même. » Bon, la pauvre, elle travaille 3 fois plus qu'avant. Bon, après, elle gagne 10 fois plus qu'avant. Mais bon, c'est quand même un échec aussi, ça, tu vois, d'avoir essayé de vendre du rêve un peu à ma mère et finalement elle travaille à fond. Mais elle adore ça. Elle adore ça, mais elle se mange trop la vie, elle se stresse trop la vie, elle est trop, tu vois, elle veut que ça marche. Elle est là à Hyper U, frère, et je lui dis, maman, achète-moi des vraies vaches qui rient, je t'en supplie. Franchement, on peut se permettre, ok, on fait toujours attention sur tout, tu vois, mais s'il te plaît, putain, prends-moi des vraies vaches qui rient, pas le truc dégueulasse qui a un goût de plastique, là. Tu vois, juste ça, et du jus d'orange. Tu vois, arrête de me prendre du jus d'orange bien vu, prends-moi un truc qui a goût de jus d'orange et pas de l'eau avec du sperme. Et voilà, il y a 2 trucs, voilà, maman, quand tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, fais cet effort. Ça coûte 3 fois plus cher, c'est vrai, mais on se fait ce luxe-là. Allez, on se permet ce luxe-là, putain de merde. J'avais envie de parler de ça, j'avais envie de vous raconter tout ça, les potes, de cette petite boîte de peinture qui n'a pas survécu à toutes nos ambitions. Et donc voilà, j'ai 2-3 trucs en tête que je prépare depuis des quelques mois. Qu'est-ce que tu veux faire? Et, tu vois, le truc, c'est que là, il s'en va faire pipi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? C'est mon associé, frère. Lui, c'est mon associé. Et là, d'ailleurs, on prépare un truc, on prépare un sale coup avec lui. Et là, il va faire pipi, voilà. Il est fou, lui, frère, il est fou. Mais il est riche. Et je suis content. Parce que c'était un gars Aurélien, il travaillait dans une boîte avant, qui faisait du textile. Aujourd'hui, on a monté une boîte ensemble. Aujourd'hui, il est pas très loin d'être millionnaire. Je suis très fier. Parce qu'il est ultra reconnaissant, presque un peu de trop. Et je travaille pas avec lui pour ça. Et moi, il m'a énormément aidé. Et sans lui, j'aurais pas été là où je suis dans le textile. Comme sans Géraldine, j'aurais pas été là où je suis dans les entreprises. Comme sans ma mère, j'aurais pas fait tout ce que j'ai pu faire. Et donc en fait, il faut savoir bien s'entourer, règle numéro 1 dans une entreprise. Et c'est des gens extraordinaires comme ce mec-là qui est derrière, Aurélien. C'est avec ce genre de personnes extraordinaires que tu peux faire des projets extraordinaires et que ça se passe bien, toujours dans la bonne humeur, toujours dans le calme, toujours souriant, toujours aidant, jamais une réflexion. Mais vive les gens comme ça, je vous souhaite à tous, vous, entrepreneurs, de rencontrer des gens qui vous correspondent, des gens sympas, des gens avec qui... Et dès qu'il y a un tocard, dès qu'il y a une merdouille, dès qu'il y a quelqu'un qui émet une mauvaise ambiance, ça fait chier. Mais c'est aussi le rôle de l'entrepreneur, c'est aussi le rôle du patron, il faut dégager ces gens-là. Et ça fait chier parce que moi, bon aujourd'hui ça me fait moins chier, mais à une époque je dormais plus de la nuit quand il fallait virer quelqu'un et je me remettais en question, je me disais est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est moi? Alors du coup je demandais à tout le monde, les gars, est-ce que je fais une erreur, est-ce que
Mais non, c'est un connard, t'aurais déjà dû le virer depuis longtemps. Bon, ok, calmez-vous. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui correspond plus à l'entreprise, et quand c'est quelqu'un dans ce type-là, tu peux aussi avoir des gens qui n'ont plus envie. Et ça, ces gens-là, j'ai déjà arrêté de bosser avec des gens parce qu'ils ont des projets de vie perso, parce qu'ils ont envie de changer de corps de métier, etc. Et ces gens-là, ça se passe super bien pour arrêter de bosser ensemble. J'ai jamais mis des bâtons dans les roues aux gens. Il y a des gens qui m'ont volé du matériel, tu vois. Bon, je suis pas croyant, mais je pense que la roue elle tournera et que ça se réglera autrement. Même ces gens-là, je leur ai pas mis de bâton dans les roues. J'ai toujours fait des ruptures conventionnelles. C'est égoïste en fait. Les gens se disent oh mais t'es trop gentil avec tout le monde. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller au prud'homme, j'ai pas le temps d'attaquer les gens en justice, j'en ai rien à foutre, j'ai perdu de la thune, ok. Mais mon temps, il est plus important à l'investir dans autre chose, on lui fait une rupture conventionnelle, il se casse, nous on fait nos trucs. Et c'est dur de virer des fois certaines personnes parce qu'il y a des gens qui ont des comportements chelous et tout, et des fois c'est dur, ça m'arrive très peu, ça m'est arrivé très peu, mais il faut savoir le faire, et la règle numéro 1, c'est s'entourer de bonnes personnes, et aujourd'hui, quand tu as des mecs comme Aurélien, Ralid et tout, qui m'entourent, sans ces gens-là, sans l'équipe complète que j'ai, parce que là, je parle de mes associés, mais il y a aussi des gens comme Valentin derrière la caméra, des gens comme Dylan à l'atelier, des filles à l'expédition, des gens qui travaillent tout le temps bien, qui se plaignent jamais, qui sont tout le temps contents. Donc c'est moi qui essaye d'avoir des infos, c'est moi qui essaye de faire au mieux avec les trésoreries des boîtes pour donner des primes, des trucs comme ça. Mais putain, quelle chance que j'ai. En fait, j'ai vraiment de la chance. Et chaque personne qui entreprend et qui réussit 2-3 trucs, ils vous le diront. La clé numéro 1, c'est bien s'entourer, d'avoir des gens fiables et voilà. Et ça, il faut savoir les récompenser, ces gens-là. Et c'est la grande difficulté de certaines entreprises. Putain, je parle dans un débat philosophique. Mais c'est drôle, c'est intéressant de dire tout ça. Ouais. C'est intéressant parce que c'est la vraie vie d'un entrepreneur. Je pense que moi, je pense que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en nombre d'heures. Je suis peut-être pas le plus rentable comparé à d'autres. En tout cas, j'ai plutôt des grandes amplitudes. Ce qui me plaît, j'adore ça, j'adore le challenge et tout. Mais il y a des choses essentielles comme le fait d'être vachement bien entouré, comme le fait de penser à tout quand tu montes une boîte. Comme je disais, il faut tout mettre sur papier. Donc voilà les amis, j'avais envie de vous raconter toutes ces petites anecdotes. J'avais envie de vous parler de cette boîte que j'ai pas sortie pour ce problème de transport. J'avais envie de vous raconter tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle était tranquille, elle était détente. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. On a passé les 365 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça me fait trop plaisir. C'est parce que si ça marche, c'est que ça vous intéresse, les sujets que je propose. Donc je vous embrasse et abonnez-vous. Et puis topette. Et puis si en plus de tout ça, vous avez envie de gagner une des 20 voitures qu'il y a dans la cour, bah c'est dans la description quand même. Voilà. Attends, on essaye de placer son bout de pain quand même, non? Sans déconner. Allez, topette les amis.